On va terminer l'illumination de Phong en rajoutant une luminosité spéculaire qui apporte une vraie touche de réalisme à l'éclairage de nos scènes. Donc pour l'instant, on a un Thor avec juste sa luminosité ambiante, donc c'est en fait juste notre objet qui est éclairé de façon uniforme, une couleur la même pour tous les points de notre scène. Maintenant, la luminosité, juste la luminosité diffuse, on a un éclairage qui est situé en haut à droite, qui éclaire notre Thor par le haut, et on voit qu'en bas, il y a des zones pas éclairées. Quand on ajoute la composante ambiante et la composante diffuse, on obtient cette image-là qui est assez réaliste, un Thor qui est plutôt éclairé par le haut, avec des points en bas qui sont un petit peu dans l'ombre. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est la luminosité spéculaire. La luminosité spéculaire, c'est en fait les rayons issus de notre éclairage qui se reflètent un peu comme dans un miroir sur notre objet et qui viennent nous taper directement dans l'œil ou qui viennent capter l'objectif de la caméra ou de l'appareil photo. D'accord ? Donc ça concerne assez peu de points. La plupart des points vont être sombres, mais il y a des zones ici qui sont avec de la spécularité. Donc cet éclairage, à la différence des éclairages précédents, il dépend bien sûr de l'objet, de l'éclairage, mais aussi de la position de l'observateur. Parce qu'on répète que c'est des rayons qui viennent taper dans l'œil de l'observateur. Et donc un observateur placé à un endroit différent ne verrait pas la même composante spéculaire. Donc ça demande un peu plus de calcul aussi. Et maintenant, on ajoute cette composante spéculaire à nos luminosités ambiantes plus diffuses, et donc on obtient cette image assez réaliste de l'éclairage d'un Thor. Et donc la composante spéculaire, c'est ces reflets qui sont ici et là, d'accord, qui ajoutent vraiment une dimension un peu plus réaliste, et on a vraiment l'impression d'avoir un objet 3D. Donc je vous montre sans la luminosité spéculaire, d'accord, et avec luminosité spéculaire, c'est quand même beaucoup plus sympa. On a dit que la luminosité spéculaire était associée au caractère brillant d'un matériau. On va commencer par le matériau qui réfléchit le mieux la lumière, c'est-à-dire un miroir. Donc on va prendre ici un miroir et on va prendre un rayon incident donc issu d'une source lumineuse qui arrive en un point ici, un point P du miroir. Et on veut calculer le rayon réfléchi. Donc pour ça, on trace la normale en P à notre miroir qui est supposé un miroir plan. Donc on a ici un angle à 90 degrés. Et donc le rayon qui va réfléchir, c'est le symétrique du rayon incident vis-à-vis de notre normale qui est ici en bleu. Donc le rayon réfléchi, ici, c'est ce rayon-là. Et ça veut dire quoi que c'est symétrique? Ça veut dire que cet angle-là est le même que cet angle-là. Donc dans le cas d'un miroir, la réflexion se fait parfaitement suivant la loi qu'on appelle la loi de Descartes. Maintenant, quand le matériau n'est pas parfaitement un miroir, la réflexion n'est pas aussi parfaite que ça, donc on va prendre un matériau brillant. On reprend un rayon incident qui arrive toujours en un point P. Donc on recalcule la normale en ce point P et on retrace donc ce qu'on va appeler l'axe principal de réflexion, c'est-à-dire l'axe toujours obtenu par la même symétrie. Mais maintenant, les rayons réfléchis ne vont pas tous être le long de ce vecteur ici vert. Ils vont être principalement le long de ce vecteur, mais aussi ils vont s'écarter un petit peu, mais avec des longueurs moindres. Donc ils vont principalement suivre l'axe principal de réflexion, mais il va y avoir aussi un peu de diffusion autour de cet axe. D'accord ? Et donc le contour que ça va faire un contour un petit peu comme ça.
Et donc, la quantité de lumière reçue va dépendre de l'observateur. Ça, c'est la grosse différence avec la lumière diffuse et la lumière ambiante. Donc, un observateur qui est le long de l'axe principal, il va recevoir le maximum de lumière. Et un observateur qui s'éloigne de l'axe principal va recevoir de moins en moins de lumière réfléchie. Avant de donner la formule de la luminosité spéculaire, donnons la formule qui calcule l'axe principal de réflexion. Donc on reprend ici un élément de surface donc avec un point P. On a un rayon lumineux qui arrive en P. Et nous, je vous rappelle qu'on avait appelé petit l un vecteur unitaire donc issu de P dirigé vers la source lumineuse. D'accord? Donc ça, c'est bien ce qui indique le rayon incident, mais on note un vecteur issu de P dirigé vers la source lumineuse. On avait appelé N un vecteur orthogonal à l'élément de surface en P. Et donc, ce qu'on veut calculer ici, c'est ce qu'on appelle l'axe principal de réflexion qu'on va noter petit r, et qui est donc le symétrique de petit l par rapport à petit n. C'est-à-dire que cet angle-là est le même que cet angle-là. Et donc maintenant, je vous donne la formule du calcul de petit r. C'est un petit exercice de calcul vectoriel. Et donc petit r se calcule par 2 fois L scalaire n fois le vecteur n moins le vecteur L. Donc je vous rappelle qu'on a choisi L, n unitaire. R va aussi être un vecteur unitaire. Donc on le calcule par cette formule-là. C'est donc le symétrique de L par rapport à n. Donc on fait le produit scalaire de L scalaire n, ça c'est un nombre réel, on multiplie par 2. Et ça c'est le coefficient devant le vecteur n et on retire ici ensuite le vecteur L. Voici la formule de la couleur associée à la luminosité spéculaire. Donc la couleur en un point P, elle va dépendre bien sûr de l'intensité de la source lumineuse, éventuellement qu'on pourrait moduler par la distance entre la source et le point qui est en train d'être éclairé. On a un nouveau facteur qu'on va expliquer qui est R scalaire V. R, c'est l'axe principal de réflexion et V, c'est le vecteur pointé vers l'observateur. Donc on a maintenant une formule qui dépend de la position de l'observateur. Et on a un certain exposant E, qui est un exposant de spécularité, E spec. Et puis, évidemment, ça dépend de la couleur de la source lumineuse qu'on multiplie par, bien sûr, comme d'habitude, la couleur de l'objet. Donc voici la formule de la couleur issue de la luminosité spéculaire. Alors refaisons un petit dessin pour bien comprendre tous les termes. On est donc en un certain point P. On a une source lumineuse qui donne un rayon incident, mais donc on note L, un vecteur unitaire donc qui pointe ici vers la source lumineuse. On a un vecteur normal à notre élément de surface, unitaire. On avait calculé l'axe principal de réflexion petit r, qui est donc aussi un vecteur unitaire. Et donc on a un nouveau vecteur qui rentre en jeu, c'est le vecteur V, qui lui pointe vers l'observateur, qu'on avait à l'habitude de noter O, ou la caméra si vous préférez. Et donc on fait le calcul de R scalaire V, c'est-à-dire en fait on tient compte de l'angle entre R et V. Si R et V sont égaux, d'accord, donc le produit scalaire à ce moment-là est égal à 1, et donc ça veut dire qu'on garde toute l'intensité, d'accord, le maximum d'intensité. Par contre, si R et V sont assez éloignés l'un de l'autre, l'angle entre les deux est grand, et donc le produit scalaire est plus petit et on perd en intensité. D'accord? Donc ça, R scalaire V, ça tient compte de cet angle-là, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit?
Et on module cette espèce de diffusion par un exposant qui étale plus ou moins. Donc ça, c'est une caractéristique de l'éclairage qu'il faut définir, l'exposant de spécularité. Illustrons la formule de la luminosité spéculaire sur un exemple ici avec deux faces. Donc on veut calculer la luminosité spéculaire en ces deux points qui sont les centres de nos faces. On imagine qu'on a une source lumineuse par exemple ici. Donc on a dit que par exemple pour ce point-là, on prend un vecteur dirigé vers la source lumineuse. On prend le vecteur normal à cette surface et on calcule l'axe principal de réflexion comme ça. On fait la même opération pour l'autre face, un vecteur dirigé vers la source lumineuse, un vecteur normal et le symétrique de vecteur dirigé par la source lumineuse qui est l'axe principal de réflexion. Maintenant, essayons de montrer ce que donne la luminosité spéculaire. Donc la luminosité spéculaire, ça signifie que les rayons réfléchis se propagent principalement suivant l'axe principal de réflexion. Donc par exemple, à peu près comme ça. Et en dehors de l'axe, plus on s'éloigne de l'axe, plus la longueur des vecteurs réfléchis est petite. Et à un moment, ça fait même 0. Donc on a une sorte de goutte d'eau comme ça, qui indique le contour de la longueur de nos vecteurs. Et si on fait la même opération ici, donc on a autour de l'axe principal de réflexion des grands vecteurs, et plus on s'éloigne, plus les vecteurs sont petits, et à un moment ils deviennent nuls quand le produit scalaire est nul ou négatif. On met des vecteurs de longueur nulle. Voilà. Donc on retrouve ici une goutte d'eau. Alors maintenant, plaçons un observateur. Plaçons par exemple un observateur ici. Donc c'est mon observateur. Qu'est-ce qu'il va voir l'observateur? Vous voyez que pour l'observateur, il est presque dans l'axe principal de réflexion de ma face ici qui est penchée. Et donc en fait, il va recevoir la lumière incidente, il va la recevoir de façon assez forte en lumière réfléchie, puisqu'il est presque dans l'axe principal de réflexion. Donc il va voir cette face-là de façon assez brillante, d'accord, par un vecteur qui est par exemple ce vecteur-là, qui est dirigé donc vers haut. Donc ça, c'est un vecteur parallèle à V. Et maintenant, par contre, pour cette face-là, vous voyez que c'est dirigé un petit vecteur, V, et donc cette face-là, il ne va pas la voir brillante parce que le vecteur réfléchi dirigé vers l'observateur est tout petit. Par contre, si l'observateur était dans l'axe principal ici vert, il verrait cette face-là brillante et cette face-là plus mate. On revient sur la formule de la luminosité spéculaire et plus précisément sur le coefficient donc, qui module l'intensité lumineuse avec cet exposant de spécularité. Donc on va juste refaire la partie minimaliste dont on aura besoin. Donc on avait noté R, l'axe principal de réflexion qui est donc le symétrique de L par rapport à N. Et on avait aussi un vecteur V qui était un vecteur dirigé vers l'observateur. Je vous rappelle que ces deux vecteurs-là sont supposés unitaires et donc je vais noter petit oméga, l'angle entre ces deux vecteurs. Et donc ce qu'on sait, c'est une situation qu'on a presque déjà rencontrée. On sait que le produit scalaire R scalaire V, donc qui intervient dans la formule, c'est tout simplement cosinus de cet angle oméga. D'accord? Donc en fait, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est que le produit scalaire, c'est une façon de coder quelque chose en fonction de l'angle entre deux vecteurs. Ici, le cosinus de cet angle. Et donc pour nous, l'intensité, elle est donc modulée avec un facteur qui dépend de
cosinus oméga. Dans la formule, on avait écrit R scalaire V, mais on vient de voir que c'est la même chose. Mais tout ça avec une certaine puissance, donc avec un exposant E spec, qui est donc l'exposant de spécularité, qui permet d'étaler plus ou moins les rayons autour de l'axe principal de réflexion. Et c'est maintenant ce qu'on va expliquer. Donc on va faire un dessin. On va dessiner ici l'axe oméga, donc qui va varier de moins pi sur 2 à plus pi sur 2. Et en fonction de cet angle oméga, on va regarder quelle est la valeur de l'intensité renvoyée. D'accord ? Donc oméga, c'est l'angle qui correspond à la position de l'observateur par rapport à l'axe principal de réflexion. Alors commençons par exemple par un exposant de spécularité, par exemple E est égal à 1. Donc en fait, si l'exposant c'est 1, ça veut dire qu'on va juste tracer le graphe de cosinus oméga. D'accord ? Donc voici quelque chose comme ça. Et on s'arrête entre moins pi sur 2 et pi sur 2 parce que dès que le produit scalaire ou dès que cosinus oméga est négatif, on prend 0 comme valeur. Donc de toute façon, en dehors de notre intervalle moins pi sur 2, l'intensité, on la met à 0. Donc voilà, donc ça veut dire que autour de l'axe principal de réflexion, on a un étalement assez modeste de notre luminosité. Maintenant, augmentons les valeurs de l'exposant. Prenons par exemple E égale 3. Autour de 0, de toute façon cosinus de 0 c'est 1, donc 1 à n'importe quelle puissance, ça fait 1, donc la valeur ici est toujours la même. Mais par contre, en dehors de 0, on va avoir quelque chose qui va s'étaler un petit peu moins, donc qui est plus concentré autour de l'angle 0, c'est-à-dire autour de l'axe principal de réflexion. Et plus la valeur de l'exposant va être grande, plus on va être concentré autour de l'axe principal de réflexion, c'est-à-dire autour de l'angle 0, et en dehors, on va presque rien avoir. Donc, par exemple, on va obtenir quelque chose comme ça, pour E est égal à 10. C'est-à-dire que l'observateur, s'il n'est pas presque dans l'axe, il ne va pas recevoir de rayons lumineux quand la spécularité est très grande. On termine avec l'éclairage de notre cône. Donc on a d'abord la luminosité ambiante, c'est-à-dire qu'on attribue une couleur rouge plutôt sombre, la même à tous les points de notre cône. Maintenant on regarde juste la luminosité diffuse, donc on a un éclairage par un spot donc qui produit un cône de lumière donc à partir d'un point qui serait en haut à droite de l'image et qui laisse certaines parties du cône sombres alors que d'autres sont bien éclairées. On a vu que quand on ajoute la composante ambiante et la composante diffuse, on obtient un éclairage assez sympathique de notre cône. Ça correspondrait à un cône qui serait un objet, un matériau mat, d'accord, donc sans reflet. Maintenant, on veut s'intéresser à la composante spéculaire. Donc on suppose que notre cône il est brillant et on calcule juste la composante spéculaire, c'est-à-dire ce sont les rayons issus de notre spot qui viennent se refléter sur notre cône et qui se dirigent vers le capteur de la caméra ou vers notre œil. Donc voilà juste la composante spéculaire. Donc on voit une tache lumineuse qui correspond en fait à l'image de notre spot, de notre cône de lumière. Maintenant, on ajoute cette composante spéculaire à notre luminosité ambiante et notre luminosité diffuse et on obtient cette image-là d'un cône qui sera un cône brillant éclairé par un spot de couleur jaune. Donc je vous montre sans luminosité spéculaire et avec luminosité spéculaire. Donc on a deux aspects, un matériau mat ou un matériau brillant.